Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 30e épisode de votre podcast d'éducation populaire préféré. 30 déjà, je n'en reviens pas. C'est assez hallucinant pour moi, qui ai tendance à papillonner, tester des choses et abandonner très vite ce qui ne me plaît pas, de voir que non seulement je ne me lasse pas du podcast, mais qu'en plus, c'est un format dans lequel je m'épanouis chaque semaine davantage. D'ailleurs, si les contenus vous parlent, sachez que je vais prochainement développer de nouveaux formats et qu'ils devraient vous plaire tout autant, si ce n'est plus. Trêve de plaisanterie. Nous avons un invité à découvrir et pas des moindres. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de René Biquel, dessinateur autodidacte et engagé. Si vous êtes adepte de la santé naturelle, vous avez probablement vu passer ses dessins sur la toile. Sans concession aucune, René dépeint avec humour les coulisses d'une société dont le progrès réside avant tout dans la mise en place d'un ordre mondial, dont il s'attache à démontrer les buts premiers et inavoués, la domination et l'exploitation des individus. Au cours de notre échange, nous parlerons santé, histoire, économie ou encore politique. Que l'on soit ou non d'accord avec lui, René est un libre penseur et il l'assume. Bonjour René, bienvenue. Bonjour, Vous allez bien ? très bien, merci. Super. Alors René, comme je vous l'avais dit, je vais commencer par une petite question au hasard. Je raconte une anecdote qui me fait encore rire. Oh là, il y en a plein. Des anecdotes qui me font encore rire. Ben, il y en a eu hier. Attendez, qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Parce qu'hier, parce que moi, j'organise des sorties depuis le Covid. On a un groupe de rencontres, on est dans les 300 personnes. Bon, dans les sorties en montagne, on est des fois entre 50 et 100. Effectivement, hier, il y a plein d'anecdotes qui étaient rigolotes, si vous voulez, mais je cherche d'autres peut-être qui, euh, qui m'ont vraiment fait rire. Il y en a beaucoup dans ma vie, hein. Et alors laquelle je pourrais prendre, parce que là, vous me prenez un peu au dépourvu. Il y a des fois des situations oui, un peu rigolotes, des fois, dans lesquelles on se retrouve, hein. Alors, anecdote, oui, par exemple, de marcher sur la glace, enfin rire, on en rit toujours après, marcher sur la glace, et la glace, elle casse, et puis on se retrouve dans l'eau. Maintenant, bon, sur le coup, on en rit pas, mais c'est des souvenirs qui restent dans la tête, hein. Maintenant, il y a pas y avoir des choses plus rigolotes sur le coup. Parce que hier, c'est vrai, hier, là, on a beaucoup ri, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et c'est vrai que c'est important avec ce qui se passe dans le monde actuel, que les gens se retrouvent, des gens qui sont un peu dans la même mouvance. Et c'est vrai qu'on a vraiment passé une journée vraiment dans la joie, dans le bien, enfin dans le bien-être. Et c'est vrai que oui, je peux dire, par exemple, j'avais proposé un t-shirt, hein, avec un de mes dessins. Effectivement, là, il y a une personne qui voulait tâter, finalement, elle m'a tiré le t-shirt et je suis tombé sur elle, quoi. Puis voilà, c'était vraiment une scène qu'on a pris en photo, une scène un peu rigolote. Voilà, bon, c'est ce qui s'est passé hier. Maintenant, bon, il y aura peut-être des choses, voilà, je sais pas si on peut peut-être passer à autre chose. Là, pour l'instant, il n'y a rien qui C'est me très vient bien, c'est très... parce qu'on a toujours plein de choses rigolotes dans la vie, mais des fois, on les oublie de nouveau. Et puis, Mais c'est très bien comme ça. C'est quoi votre parcours, René? D'où est-ce que vous venez? D'où est-ce que vous parlez? oui, alors, moi, j'habite en Alsace, du côté dans la région de Colmar. Hein, j'habite dans la campagne. Donc, moi, je suis né en 1948, hein, donc ça fait que j'ai 75 ans. Et depuis le début des années 70, hein, ça fait maintenant plus que 50 ans que j'ai un peu pris conscience des travers de notre société. Euh, voilà, déjà par l'observation, par des choses auxquelles que j'ai pu vivre aussi. Et je me suis mis à poser des questions, à faire beaucoup de recherches. Et puis des recherches, pas seulement dans... Bon, je lisais beaucoup à une époque, mais je cherchais aussi beaucoup de livres qu'on ne trouve pas dans les librairies, hein, des livres qui se diffusent
un peu ce qu'on appelle sur la Manche. À l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, c'était beaucoup pas aussi facile que maintenant de trouver de l'info. Bien que sur Internet, il faut quand même se méfier de tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, hein, parce qu'il y a beaucoup de lanceurs d'alerte. Alors, est-ce qu'ils sont ignorants ou est-ce qu'ils font partie de l'opposition contrôlée? Voilà, je me pose souvent des questions. Hein. Et donc, pour continuer avec mon parcours, donc, c'est surtout au niveau de la santé, hein, que j'ai pris conscience, ayant moi-même eu des problèmes de santé. Donc, surtout mes recherches étaient dans le domaine des méthodes naturelles de santé. Hein. Donc, j'ai rencontré un des pionniers de la naturopathie en France, c'est André Pasbeck, avec qui j'avais des cours. Mais bon, encore une fois, les cours que j'ai pu faire, toutes les formations que j'ai pu avoir, c'est pas ce qu'il y a de plus important, hein. Pour moi, ce qui est vraiment d'important, c'est mes expériences de vie. Et ces expériences de vie m'ont conforté dans. Enfin, voilà, il n'y a plus de peur de la maladie. On est vraiment bien dans sa peau parce que on est libéré de beaucoup de choses. Parce que quand on est dans l'ignorance, par exemple, il y a des gens qui ont tellement peur du virus, quelque part, ils sont enchaînés à une croyance. Alors que moi, je suis complètement libéré de ça, hein. Ben, c'est mes expériences de vie qui me l'ont montré. Pas seulement le fait aussi que je lis beaucoup de publications scientifiques qui ne sont pas officiellement reconnues. Et donc, mais c'est surtout mes expériences par rapport à toutes les théories tout ce que je peux lire. Et là, voilà, donc j'essaye d'enseigner. Donc, ça fait maintenant depuis longtemps voilà, que j'essaye un peu de faire connaître un peu tout ce qui se passe et puis les solutions qu'il peut y avoir. Et c'est vrai qu'on est un peu une civilisation, les gens lisent plus tellement, on est la civilisation de l'image. Et comme j'ai toujours aimé dessiner, hein, d'ailleurs quand j'étais gamin, je me faisais déjà des petites histoires illustrées. Et puis plus tard, j'ai fait plutôt du dessin d'art, mais des années 70 avec mon engagement pour, euh, pour le monde actuel qu'on vit, pour un monde meilleur. Voilà, je commençais à refaire du dessin engagé dans les différentes associations, dans des revues d'associations. Et petit à petit, voilà, après j'ai fait un cours de conseiller hygiéniste diététicien dont ma thèse de fin de cours c'était le sucre et la nutrition. Donc j'en ai fait une brochure que j'ai illustrée, donc c'était mon premier livre. Et après j'ai continué à dessiner, à accumuler plein de dessins. Et puis un jour, voilà, j'ai un peu marié tous ces dessins que j'ai fait avec des citations parce qu'en même temps, parallèlement, je faisais des recueils de citations. Enfin, je collectionne un peu les citations de grands philosophes, d'auteurs connus ou méconnus, à tout dépend, puis aussi de scientifiques. Et donc, j'ai rajouté des textes et j'ai fait un premier livre hein, qui s'appelle Le Malade enchaîné, donc qui a été édité aux éditions Altesse, mais lui, il a changé le titre, il a mis comme titre Le Malade déchaîné, parce qu'il trouvait que ça fait plus positif. Hein. Voilà, et donc, entre-temps, j'ai repris les droits parce que le livre a été épuisé. Et donc, je l'ai réintitulé Malade enchaîné. C'est un titre qui me plaît personnellement mieux, qui correspond mieux au livre. Et donc, après, j'ai fait d'autres livres. Dans 99, Les chemins de la souveraineté individuelle, hein, où je démontre un peu le fonctionnement de notre monde. J'ai aussi rajouté quelques sketchs à Coluche parce que j'ai toujours aimé cette personne-là qui avait un bon sens extraordinaire, même si des fois il avait un peu un côté un peu vulgaire des fois, mais bon, mais vraiment il avait beaucoup de bon sens. Ensuite, j'ai fait d'autres livres OGM sur les vaccinations parce que c'est le sujet qui m'a amené chez moi un éveil du fait que j'étais confronté à un drame suite aux vaccinations quand j'étais dans la marine ou à l'école des mécaniciens de Saint-Mandré. Il y a un contingent de jeunes recrues qui est arrivé. Et puis, il y a eu voilà, ces jeunes qui ont été vaccinés dans cette compagnie, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié si c'est, oui, une compagnie, disons. Et donc, c'est chez ces vaccinés qu'il y a eu une épidémie de méningite avec 2 morts. Bon, moi, à l'époque, ça m'a interpellé parce que, comme tout le monde, je croyais que les vaccins, ça apporte la santé. Et c'est surtout après avoir moi-même eu une expérience, après un rappel de vaccin fièvre jaune en Afrique, j'ai été malade, très malade. Mais heureusement, j'ai pu faire une bonne fièvre et maintenant, avec toutes les connaissances que j'ai par rapport aux méthodes naturelles de santé, je suis conscient que la fièvre, ça m'a évité d'avoir des séquelles parce que la fièvre, c'est vraiment un remède. Hein, et ça, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Déjà en 1965, il y a un prix Nobel français qui avait fait des travaux
pour montrer que la fièvre est excellente et que la fièvre annule les virus et ça permet une guérison plus rapide. Or, on continue toujours à avoir peur de la fièvre, à faire baisser la fièvre pour tout et n'importe quoi. Or, euh, or que la fièvre, c'est le remède. Et ça, c'est toujours très mal compris. Et je peux donner un exemple. Par exemple, si vous vous empoisonnez avec un champignon, vous allez faire de la fièvre. C'est une réaction normale si vous avez une bonne vitalité. Mais si vous mourrez malgré la fièvre, c'est pas à cause de la fièvre. C'est malgré la fièvre que la fièvre n'aura pas été suffisante, ou même si c'est une piqûre de serpent ou n'importe. Donc, alors, on a toujours attribué la mort à la fièvre, alors qu'il y a d'autres facteurs qui jouent, quoi. Et c'est souvent, on tue souvent les gens en voulant baisser la fièvre quand on donne trop de Doliprane ou des choses comme ça. Il faut savoir que c'est des poisons très dangereux. C'est ce qu'on a d'ailleurs dit aux gens avec le début du Covid. Ah, restez chez vous, prenez du Doliprane. Or, c'était encore un moyen de les rendre encore plus malades, hein, d'après toutes mes connaissances. Voilà. Peut-être, je sais pas si enfin, les spectateurs connaissent un peu les méthodes naturelles de santé. Enfin, il y a peut-être des Je émissions. pense que oui. Je Oui, pense que les c'est ça. personnes qui écoutent ce podcast sont un petit peu Mm. au fait de ça. J'avais Voilà. déjà reçu Mm. des personnes qui sont dans le bien-être et qui ont une approche Mhm. aussi un petit peu plus naturelle de la santé. Donc, enfin voilà, je sais que c'est des sujets qui, déjà, c'est des sujets qui moi m'intéressent et je pense que c'est des Mhm. sujets qui intéressent aussi les auditeurs. Oui. Alors, effectivement, ce qui m'a toujours interpellé, quand j'ai parlé tout à l'heure de publications scientifiques qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne veut pas reconnaître, hein, des travaux très importants, parce qu'il y a toujours un problème dans notre monde entre les découvertes qu'on fait et les moments qu'on met les choses en place. Il se passe des fois 20 ans ou plus, ou des fois, ça ne se fera jamais, parce que ça dérange, parce que j'ai quand même pris conscience qu'il y a une élite qui mène le monde, hein, je mets élite entre guillemets, depuis des générations qui nous pourrit la vie. Et aussi, je me suis beaucoup passionné pour l'histoire, aussi l'histoire alternative, l'histoire parallèle, et je me suis rendu compte effectivement que tout ce qu'on nous raconte officiellement sur l'histoire, comme la façon dont a été déclenchée la Première Guerre mondiale, par exemple, ou la Deuxième Guerre mondiale également, hein, c'est pas du tout ce qu'on nous dit officiellement, hein, tout ça, c'est toujours des gens qui tirent les ficelles derrière, enfin, d'ailleurs, toutes les guerres, hein, il y a toujours au départ souvent des attaques sous faux drapeau pour faire croire que, voilà, où il est l'ennemi. Et c'est souvent les pays qu'on a attaqués ces derniers temps. C'est des pays qui étaient encore en dehors du système bancaire euh, ou qui est au-dessus de grandes familles qui contrôlent un peu le monde. Et c'est tous ces pays-là qui sont attaqués. Hein, qu'on a constaté que d'ailleurs George Bush a dit que c'était c'était les forces de l'axe du mal. Hein. Alors, en fin de compte, c'était plutôt l'axe du bien. C'est des gens qui ne voulaient pas rentrer dans le système. Hein. On peut prendre l'exemple de Kadhafi, hein, qui est sorti de ce système contrôlé par les banques, je peux dire Rothschild et compagnie, hein, et qu'il a donc mis le dinar sur la valeur or, enfin, qui voulait faire énormément de choses. On l'a diabolisé, on a lui a attribué plein d'attentats, enfin, dans un monde de mensonges, de manipulations. Je ne dis pas que c'était un saint non plus, je ne vais pas le défendre entièrement, mais tout ce qu'on a raconté sur lui, tout ce qu'on lui a attribué à avoir organisé des attentats et ainsi de suite, tout ça, c'est faux parce qu'il fallait le détruire parce qu'il dérangeait. Hein. C'est comme la Syrie qui n'était pas aussi de ce système et d'autres pays, comme Saddam Hussein par exemple aussi. Donc d'abord, on les diabolise, hein. On montre que c'est des gens qui font le mal, c'est des dictateurs dangereux qu'il faut supprimer. Et en fin de compte, la réalité est tout autre. Justement, ouais, Donc, c'est ce que j'allais vous dire, c'est est-ce que c'est aussi manichéen que ça, avec d'un côté le bien, d'un côté le mal? J'ai plutôt la sensation que non, mais qu'en fait, on va chercher à appuyer les travers négatifs de l'ennemi pour faire ressortir uniquement ce qu'on a envie de montrer, quoi. c'est ça. Ou alors on les assassine. Hein. On peut prendre un exemple en Afrique de Thomas Sankara, président africain, qui voulait justement, qui a dans un sommet africain à Addis Abeba, demander aux pays africains de sortir également de ce système de la dette, hein, de devenir souverain, de plus en plus souverain, de fabriquer des choses eux-mêmes au lieu de les importer. Et donc, 15 jours après, il a été assassiné. Il y a un autre qui n'a jamais été diabolisé, c'est John Fitzgerald Kennedy. Donc, on l'a assassiné. Mais en réalité, on sait qu'il a signé un décret aussi pour supprimer la Fed, donc la Fédérale Réserve. Hein, c'est parce que il y a un système en place un peu partout maintenant où les États, ils ont besoin d'argent, ils sont obligés d'emprunter à des privés, à des banques privées.
et d'où la dette, parce qu'après, il faut qu'on rembourse les dettes qui sont énormes, et on s'enfonce de plus en plus dans un système de dette. Et donc, aux États-Unis, Kennedy, on le sait, il a signé un décret pour s'attaquer à cette dette et la supprimer pour que cette nouvelle, l'État qui puisse imprimer la monnaie, puisse avoir le contrôle sur la monnaie. Et donc, et là, il n'y a aucun politique, enfin, il n'y en a pas beaucoup qui ont le courage de parler de ça. Enfin, en France, j'en connais pas en tout cas, quoi. Et le nœud du problème est là parce qu'on s'appauvrit de plus en plus, entre autres avec ce système de dette qui a été mis en place en France par Pompidou Giscard. Hein. Pompidou, pareil, il est sorti des banques Rothschild, hein, qui a été mis en place comme président. Donc, il y a eu Giscard comme ministre des Finances. Et eux, comme ça, sans demander l'avis du peuple, hein, ils ont mis en place ce système que c'est plus la Banque de France qui contrôle la monnaie, que c'est des banques privées, quoi. Et donc, voilà, on nous enchaîne de tous les côtés. Et pareil, au niveau de la santé, c'est pareil. À tous ceux qui enseignent la vraie santé, on les exclut. Hein, ils n'ont aucune invitation sur les grands médias. Et non pas seulement ça, et c'est qu'ils sont diabolisés, c'est on leur cherche toujours de tout et n'importe quoi pour les discréditer ou les casser. Hein. On a quelques exemples. D'ailleurs, j'ai un ami là comme Thierry Casasnova, je pense que c'est quelqu'un qui est très connu. Moi, c'est un ami, je le connais très bien. Moi, je trouve que c'est un gars formidable. Il a apporté énormément avec tout ça. Je dis pas que voilà, il peut y avoir des détails qu'on peut critiquer, comme chez tout le monde, personne n'est parfait. Mais effectivement, l'essentiel de ce qu'il a enseigné était énorme, ça a apporté beaucoup de choses. Et là, maintenant, il commence à déranger, donc on essaye de le casser comme on peut, quoi. Et donc, on est dans un système, hein, c'est l'argent qui mène le monde, là, je ne vous apprends rien. Et donc, Big Pharma contrôle un peu la politique en France. Et ça, je m'en suis surtout, je le savais déjà, mais quand j'ai fait un livre qui s'appelle Découverte interdite, hein, c'est l'affaire Beljanski. Donc, c'est un scientifique de l'Institut Pasteur qui a trouvé des produits, des remèdes, enfin remèdes entre guillemets, oui, des produits qui remontent l'immunité et donc qui dérangeaient Big Pharma. Donc, on a tout fait pour le casser. Hein. Et même Mitterrand, qui est au seuil de la mort, il s'est soigné avec ses produits, il s'est remonté. Mais même Mitterrand, il s'est soigné en cachette avec des produits interdits. Même lui, il n'avait pas osé faire, faire un pied de nez à Big Pharma et dire voilà ce que moi je fais. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ils sont tellement puissants. Et donc, quand j'ai fait ce livre, j'ai beaucoup enquêté pendant des mois, j'ai fait beaucoup de recherches. Et là, je me suis rendu compte hein, que c'est vraiment Big Pharma qui fait les lois en France, et surtout en France, dans d'autres pays aussi, mais ils sont ils infiltrent moins qu'en France. Ils sont tout puissants. Et donc, c'est eux qui aussi, quelque part, détiennent les médias. Hein, et donc, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. On va Donc, revenir un si petit peu sur votre enfance. Vous me disiez tout à l'heure que vous êtes né en 1948. Dans quel contexte familial est-ce que vous avez grandi? Alors, on était au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il y avait chez vous, ou en tout cas dans votre entourage, une forme de culture de la résistance? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a nourri depuis votre enfance? Oui, alors déjà, quand j'étais gamin, j'entends toujours des histoires des vécus dans ma famille pendant la guerre. Hein, parce que mon père, entre autres, par exemple, était incorporé de force dans l'armée allemande, d'où il s'est évadé chez les Russes. Et là, donc, il était prisonnier chez les Russes. Et puis, il a été, voilà, ils ont été tous ces prisonniers, enfin, des gens même qui se sont évadés. Hein, ils pensaient. Donc, mon père, quand il avait la possibilité de signer pour retourner dans la première armée française, et il y a eu un problème entre De Gaulle et Staline. Je ne sais pas on ne sait pas ce qui s'est passé. Finalement, on les a retenus en Russie, on les a fait travailler comme des esclaves. Et puis voilà, il y en a au moins plus que 9000 qui sont morts dans des conditions abominables, alors qu'ils avaient signé pour retourner dans la première armée française. Hein. Donc, il y a des fois des choses bizarres. Enfin, moi, j'ai entendu toutes ces histoires d'enfants. Et donc, j'avais aussi dans ma famille des gens qui étaient dans la résistance aussi. Hein. Donc, il y en a deux qui sont morts fusillé par les Allemands, un autre qui est mort à Buchenwald, mais on ne sait pas exactement dans quelles circonstances. J'ai un oncle aussi, un frère à mon père, lui qui est mort sous un uniforme français, parce que l'Alsace, hein, on est toujours été pris entre la France et l'Allemagne. Donc, dans ma famille, il y a eu des morts des deux côtés, des deux camps, parce que voilà, c'était. Parce que l'histoire nous a amené à ça, et puis voilà. Et donc, ça m'a beaucoup marqué, et aussi pour ça aussi, je me suis beaucoup passionné pour l'histoire.
Et aussi pourquoi est-ce qu'on déclenche des guerres et puis alors que ce soit celle du Vietnam ou ailleurs, partout pareil, c'est jamais des peuples qui veulent la faire là, jamais, jamais. C'est toujours quelque part c'est cette élite mondiale qui nous pourrit la vie, qui met le monde à feu et à sang, qui est à l'origine de toutes ces guerres. Et donc c'est vrai que en m'intéressant à l'histoire, bon, il y a des choses de je ne peux jamais parler parce que on a interdit certains sujets sont interdits, hein, parce qu'il y a eu même eu on met en place partout des lois qui interdisent d'en parler. Et bon, je ne prétends jamais avoir la vérité, hein, mais c'est vrai que ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y a jamais de débat, que ce soit pour les vaccinations, que ce soit sur l'histoire, sur les grands médias, il n'y a jamais de débat. Hein. Soit on vous fait parler, vous fait passer pour un complotiste ou pour l'histoire révisionniste, négationniste, tout ce que vous voulez. Et encore une fois, je ne prétends pas avoir la de vérité, mais il y a quelque chose, il n'y a pas de débat sain, il n'y a pas de liberté de parole dans beaucoup de domaines. Et donc, moi, j'ai connu les années 60-70 dans ma jeunesse. Et bon, j'ai donc déjà dans les années 70, j'étais comme déjà adulte. Et donc, je me rendais. À l'époque, on vivait quand même différemment. Jamais j'aurais pu croire qu'on vivra dans un monde de voir de ce qui se passe actuellement. Des fois, on voyait des films de science-fiction où il se passe des choses bizarres, justement, il y a une élite qui menait le monde, mais bon, pour nous, c'était de la science-fiction, hein, on ne pensait jamais. Nous, on croyait beaucoup que le progrès technique allait vraiment améliorer nos conditions de vie. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de chômage, hein, il y a un travail qui ne vous plaisait pas, vous pouvez changer très facilement de travail, vous trouvez très facilement du travail ailleurs. C'était vraiment une période de prospérité. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui venaient d'étrangers s'installer pour travailler en France, hein, parce que je me rappelle dans mon enfance, il y a beaucoup de copains italiens et tout ça qui parlaient mal le français. On leur apprenait des fois à parler mieux français. Et donc, c'est un peu mes souvenirs d'enfance. Mais c'est vrai que ces années 60-70, c'est un monde vraiment, on se sentait beaucoup plus en sécurité. C'est un monde tout à fait différent. Et puis, voilà, actuellement, maintenant, je ne veux pas être pessimiste non plus parce que quelque part, tout ce qui nous arrive a peut-être sa raison d'être, hein, on a nos expériences à vivre et le fait des fois être malmené, ça peut-être nous pousser à réfléchir, à nous amener à un certain éveil. Hein. D'ailleurs, j'ai rencontré aussi des personnes après le Covid. Ils m'ont dit, eh ben, je me suis laissé vacciner, mais je me suis fait avoir. Mais là, ils m'auront plus parce que maintenant, j'ai compris. Donc, il y a quand même des gens qui sont aussi éveillés à travers le mal. Malheureusement, hein, c'est comme disent les grands sages, hein, ce que tu ne veux pas apprendre par la sagesse, ben, tu l'apprendras par la douleur. Et des fois, on fait des expériences douloureuses pour apprendre, malheureusement. Il vaudrait des fois mieux apprendre par la sagesse, mais Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui de penser hors du cadre, ah compte tenu oui, de cette société qui est de plus en plus oppressive? ah oui, actuellement, oui. Ah oui. Par le passé, on pouvait parler beaucoup plus librement. C'est vrai que par le passé, il n'y avait pas Internet, mais il y avait pas toute cette censure, parce qu'on trouvait quand même encore des livres, même en bibliothèque, dans les librairies, des livres très, très subversifs, si vous voulez. Mais actuellement, si vous, parce que moi, quand j'écris, je fais mes livres, hein, bon, genre, je parle aussi un peu de développement personnel, mais j'entame aussi des sujets graves par rapport à la santé. Mais effectivement, des fois, je suis obligé presque de m'auto-censurer pour rester crédible aussi et pas pour me faire attaquer non plus. Parce que maintenant, vous êtes attaqué très facilement dès que vous dérangez, surtout quand vous dérangez Big Pharma. Hein, si vous parlez d'autres possibilités de guérir du cancer, hein, un cancer, c'est chasse gardée pour Big Pharma. Vous n'avez pas le droit de montrer d'autres portes de sortie que la chimio, quoi. Et ça, il y a une censure énorme à ce niveau-là. Et puis d'ailleurs, moi, j'ai fait des vidéos qui ont été supprimées, hein, où surtout quand je parlais du Covid, hein, d'ailleurs, j'ai été une fois invité par une grande librairie à Strasbourg, et puis c'était au moment du Covid, hein, puis voilà, j'ai parlé de ce sujet-là, mais bien sûr, de sujet autrement que du narratif officiel. Ben, la vidéo, elle est restée une demi-heure en ligne, elle a été supprimée. Hein. Et donc, voilà, donc il y a vraiment de la censure parce que il y en a qui ne veulent pas que les gens, voilà, qu'on sache la vérité. Est-ce que vous connaissez le travail de Daumier, le caricaturiste? Non, non.
C'est un caricaturiste qui, au 19e siècle, faisait des dessins très engagés. Il avait notamment, je pense que vous le connaissez, il avait peint le roi Louis-Philippe sous la forme de poire, Ah oui, voilà, oui, je vois, oui, oui. C'est vrai que le nom, qui est ça me disait un rien. Non, je vois. caricaturiste Voilà, ouais, politique. voilà, c'est ça, ouais, 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 ouais. Non, effectivement, moi, bon, c'est vrai que je dessine quand même aussi des hommes politiques dans mon livre Découvertes interdites. J'avais quand même fait des caricatures de certains politiciens. euh, et j'ai même pris des risques, hein, parce que comme j'ai quand même dit des choses sur eux qui étaient. D'ailleurs, on m'avait dit, mais fais attention à ce que tu fais, parce que souvent, c'est des gens qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont puissants quelque part, hein, qui ont des entrées partout, qui peuvent vous faire descendre facilement, hein. Et donc, et puis j'ai aussi eu aussi des contacts de gens qui font partie un peu de cette jet set parisienne, qui voulaient me lancer, dire, me faire connaître, hein. On m'a même promis de me faire passer à la télé, mais à condition que je fasse autre chose, quoi, que je fasse des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus... Voilà, que je ne m'attaque pas au système, que je ne dessine pas des moutons, voilà, pas des moutons panurges, hein, vous m'avez compris. Et donc, effectivement, ça, j'ai refusé parce que moi, je suis pas à Mais ils vendre. connaissaient votre travail. Ils C'est des gens connaissaient qui mon connaissaient votre travail. travail, mais Ah ils ont voulu oui, le dénaturer. ils voulaient que voilà, ils voulaient me lancer, peut-être qu'ils voulaient pas. Ils voulaient vous acheter. Bon, je peux dire ah non. Bon, maintenant, il a disparu de la circulation. C'est par exemple Paul Sulitzer, que beaucoup de connaissent. C'est l'auteur francophone le plus vendu dans le monde. Et donc, lui, il m'a dit, par exemple, le livre Le théâtre de la vie, le concept est génial, mais commercialement, c'est nul. Parce que c'est vrai que j'ai des passages qui ne sont pas médiatisables, quelque part, quoi. Alors, il voulait refaire le livre, mais j'ai senti que je devais être un peu son serviteur. Enfin, disons que c'est à lui qui prenait les commandes. Moi, voilà, je ne suis pas à vendre, quoi. Parce que lui, effectivement, il voulait peut-être profiter enfin, de ce que je sais faire, enfin, voilà, que j'ai la chance de pouvoir faire. Et je remercie celle de pouvoir faire ça. Je suis très heureux là-dedans, hein, de pouvoir enseigner par l'image et l'humour. Et donc, je ne pouvais pas accepter de me vendre et faire des choses. Et je lui ai répondu de la façon des dessinateurs. Il y en a énormément, des très bons dessinateurs qui pourraient faire ce genre de choses. Mais moi, ça, c'est pas moi, c'est pas mon truc. Voilà, moi, je suis un libre penseur et je veux rester dans la libre pensée et pas me coucher pour vendre du papier, enfin faire voilà. Pour moi, c'est avant tout, je suis venu au dessin par engagement et pas pour, voilà, pour être une vedette, quoi. Quelque part, c'est important de se faire connaître parce que, effectivement, pour faire passer le message, il faut être connu. Justement, comment est-ce que vous vous êtes fait connaître du grand public, du coup? Alors, effectivement, là, quand j'ai fait le livre Le Malade enchaîné, donc il y avait déjà des éditions Altesse, donc ils m'ont fait un peu connaître. Mais après, il y avait une revue, un magazine, enfin, il existe encore, qui s'appelle Biocontact, hein, donc, et je me suis dit, c'est une revue alternative qui fait aussi de la publicité beaucoup, mais qui a des sujets sur tout ce qui touche à la santé. Et donc, je me suis dit, si je pourrais déjà illustrer pour ce magazine qui tire à 220 000 exemplaires, voilà, ce serait déjà pas mal. Donc, ce sont déjà des gens qui sont dans ce milieu alternatif. Et donc, parce que là, je peux parler donc de la loi d'attraction, si vous voulez, parce que moi, je me suis imaginé à dessiner pour ce magazine, hein, voilà, et puis j'étais déjà dans le remerciement, j'avais vraiment déjà plaisir à le faire, alors je n'ai même pas pris contact avec ce magazine. Et puis un jour, le directeur de publication du magazine me téléphone. Bon, il a découvert mon travail, il m'a dit, tiens, j'aime bien ce que tu fais, si tu veux, on peut faire une rubrique mensuelle. Et donc voilà. Quelque part, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire, pour moi, il y a quelque chose de réel dans cette loi d'attraction. Bon courant, c'est la loi d'attraction, mais ça peut être de tout et n'importe quoi, hein. Mais je trouve aussi, euh, dans cette loi d'attraction, je crois que la base, c'est aussi avoir de la gratitude, même déjà pour ce qu'on n'a pas encore, hein. C'est pas toujours évident d'avoir de la gratitude pour ce qu'on n'a pas encore, mais bon, c'est une histoire de foi et aussi de foi, de gratitude. Et donc, j'ai fait beaucoup d'expériences dans ma vie dans ce sens-là. Et donc, voilà, pour en revenir à la question, donc déjà par biocontact, j'ai réussi à me faire connaître. Ensuite, bon, il y a eu Internet aussi, donc j'ai aussi fait mon site Internet, et puis donc je fais des salons, des foires, et donc je fais aussi des articles, bon, mes dessins circulent un peu partout sur Internet avec mon nom. Et donc moi je donne souvent tout ce qui, pour les gens qui ne s'en servent pas du map pour un côté du gratif, je laisse mes dessins libres de droit, à condition qu'on laisse mon nom.
Et donc, quelque part, ça me fait aussi de la publicité parce que sur mes dessins, j'ai toujours l'adresse de mon site Internet. Et donc, c'est vrai que maintenant, je suis quand même très connu dans les milieux alternatifs et même à l'étranger parce que il y a un de mes livres, Vaccinat sur la grande illusion, qui est traduit en allemand, en anglais, en, en néerlandais, en italien, il va être traduit en espagnol, en portugais, même en polonais, donc, et même en hébreu. Et donc, effectivement, je reçois souvent maintenant des contacts un peu de l'étranger un peu partout. Donc, mais c'est toujours des milieux, voilà, des milieux ouverts à tout ce qui est méthodes naturelles de santé, au bien-être. Et donc, j'ai fait aussi récemment un livre qui est très important qui s'appelle Élan Vital, hein, acteur de notre santé, de notre prospérité, où justement, j'enseigne un peu tout mon vécu à travers la santé. Toujours, il y a, en première partie, bien sûr, je démontre toujours comment Big Pharma, comment les médicaments ne peuvent pas nous emmener à la vraie santé. Ils peuvent faire partir des symptômes, effectivement, par des médicaments, mais le symptôme a sa raison d'être. Et donc là, j'essaie de faire comprendre que la maladie a sens. Et donc là, j'enseigne aussi un peu toutes les méthodes naturelles de santé, et tout particulièrement ce qu'on appelle l'alimentation vivante. Dire, voilà, je me suis mis à manger un maximum de cru et surtout éviter toute l'alimentation industrielle. Là. Ça, c'est vraiment très, très important. Déjà sur un plan, je dirais, politique, je dirais, parce que nous sommes aussi créateurs de notre monde par notre façon de consommer. Donc déjà, pour sortir du système, il faut essayer déjà de s'approvisionner chez les producteurs, enfin, le plus près possible. Enfin, et puis éviter les grandes surfaces et la bouffe, hein, surtout tout ce qui est alimentation industrielle. C'est déjà un acte politique pour moi. Et puis ensuite aussi pour sa santé. Et cultiver sa santé, c'est aussi un acte politique. Parce que moi, ça fait 50 ans que je n'ai plus pris de traitement contre quoi que ce soit. Donc, je ne nourris plus Big Pharma. Et voilà, ça, pour moi, c'est tout réside dans là. Moi, j'ai une grande confiance qu'on puisse changer le monde en changeant notre état d'être sur le il faut agir sur le plan de la matière, effectivement, mais aussi dans notre état d'être intérieur. Je crois que aussi, ce qui est important, c'est ce que chacun de nous rayonne. Et puis, quand on rayonne, comme disent aussi les grands sages, si moi j'avance d'un pas, ben, j'aide les autres à avancer d'un pas. Et donc, parce que nous sommes tous liés. Et ça, c'est aussi un problème dans notre société où les gens, voilà, effectivement, tout l'enseignement, enfin, enseignement, je pourrais dire, ce qui concerne un peu ce que nous sommes hors de notre corps physique, hein, on peut parler de spiritualité, j'aime pas trop le mot, enfin, moi, je suis un libre penseur, je n'adhère à aucun système de croyance, hein. Mais voilà, pour dire que nous sommes tous liés quelque part un autre plan. Donc, nous sommes comme là pour nous individualiser, mais tout en restant dans l'unité. Et les gens ne prennent pas conscience de ce fait-là, que aussi, ce qu'on fait à l'autre, on a toujours un retour. Si vous faites du mal, un jour ou l'autre, ça vous reviendra. Si vous faites de bien, vous aussi, un jour ou l'autre, ça vous reviendra. Et ça, c'est des choses aussi qu'on peut expérimenter, que des gens expérimentent. C'est pas de la théorie. Moi, dans ce que j'enseigne, c'est toujours du vécu. Hein, parce que il y a toujours plein de belles théories, mais dans la réalité, elles ne marchent pas. Parce que quand on a vécu, c'est uniquement quand on a vécu quelque chose qu'on peut avoir une conviction. Autrement, moi, laisse toujours un doute, hein, et je ne prétends jamais avoir la vérité. Et surtout dans le domaine de ce qu'on appelle la spiritualité, j'ai aucune prétention d'avoir la vérité. Moi, j'ai mon expérience, ce qui est peut-être, et c'est peut-être valable que pour moi, hein, chacun doit trouver en lui-même. Hein, c'est pas par des dogmes. Hein, on peut prendre un enseignement ou des enseignements de multi-enseignements et ensuite, déjà pour avoir une certaine connaissance euh, comment le fonctionne le corps sur tous les plans. Mais ensuite, il faut surtout faire ses propres expériences et avoir beaucoup de discernement. Parce que tout ce qu'on trouve un peu sur Internet, hein, il y a énormément de vidéos, enfin plein d'enseignements, mais il y a de tout et n'importe quoi. Hein. Vraiment, il faut avoir beaucoup de discernement. Hein. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. Hein. Je l'ai dit avant, il y a plein soit de lanceurs d'alerte, hein, que je considère comme opposition contrôlée parce que en même temps qu'ils disent des fois des choses qu'on sait déjà d'ailleurs, mais ils racontent aussi des choses qui sont tout à fait fausses, quoi. Vous parliez du fait de faire ses propres expériences. Il y a aussi le fait peut-être d'apprendre des expériences d'autrui. Et j'ai l'impression qu'on a plus de mal avec ça.
que autant faire nos propres expériences et en tirer des leçons, même si on n'en tire pas toujours les bonnes, on en tire quand même quelque chose. En revanche, le fait que les autres puissent faire des expériences et que du coup on puisse se les approprier, et ben ça c'est beaucoup plus compliqué. Alors qu'en fait on est au 21e siècle, il y a eu des centaines de milliers, de millions de personnes, de milliards même qui sont passées avant nous, avec Mm. tous les livres qui ont été écrits, avec toutes les vidéos qui ont été faites, même ne serait-ce que ces dernières années, sur les 50 dernières années, on pourrait apprendre beaucoup de choses aussi des autres, mais en fait, quelque part, on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres, et du coup, on ne tire pas des enseignements non plus de ce que vivent les personnes qui sont autour de nous. Mais si, c'est important aussi de prendre en considération les expériences des autres. Aussi, déjà, ça peut nous servir déjà parce que voilà, ce que l'autre a vécu, ça peut aussi m'arriver. Hein. Et puis, quelque part, moi, je pense que dans tout ce qui nous arrive, il y a déjà toujours une cause. Hein. Et puis, voilà. Et je vois aussi à travers des expériences négatives qu'ont vécu certains, moi, je peux aussi décerner la cause et puis aussi les aider dans ce sens-là. On a aussi des gens qui font des très belles expériences positives sur la santé, sur l'auto-guérison. Effectivement, là, je prends en considération. Et donc, là, j'ai aussi d'envie d'expérimenter ce que l'autre a expérimenté parce que quand je vois quelque part qu'il s'est amélioré sur un plan physique, hein, quand je vois qu'avant, il avait des gros problèmes, qu'il avait vraiment un visage de malade, et maintenant il rayonne. Donc, effectivement, c'est que son expérience est positive. Et donc là, on a envie de la recopier. Hein, voilà, c'est logique. Mais même sur un côté négatif, je veux dire, si quelqu'un, on va prendre un cas concret, quelqu'un qui, dans son boulot, vit une expérience négative vis-à-vis de sa hiérarchie, on va avoir du mal peut-être à, pas à s'identifier à cette expérience, mais en tout cas à en retirer les leçons que lui en a tirées. Parce qu'en fait, quelque part, ce serait assez facile si on faisait ça de se rendre compte en fait que les systèmes de pouvoir sont les mêmes partout, qu'il y a à chaque fois des personnes qui se retrouvent dans des postures dans lesquelles elles vont abuser des autres. En fait, des éléments et des exemples, on en a à foison autour de nous. Mhm. Oui, effectivement, oui, mais bon, encore une fois, moi je dis toujours que il y a aussi ce qu'on émane. Et quand on a des problèmes avec l'autre, ou l'autre il a des problèmes avec la hiérarchie ou n'importe, c'est aussi quelque part ce que lui, ce qu'il a en lui aussi, ça joue énormément. Hein. Et donc, quand on change intérieurement, l'extérieur change aussi. Hein. Et donc, par exemple, pendant le confinement, voilà, j'ai pas respecté, il y a des gendarmes qui m'attrapaient. Mais bon, j'avais une attitude, je ne m'adressais pas aux képis. Hein, je parlais entre êtres humains. Et puis voilà, j'ai joué un peu au gamin innocent, enfin sans, oui, comment dire, voilà, je suis resté bien. Et puis je me suis adressé pas, gentiment avec eux, parce que j'allais chercher de la sève de boulot. Et donc, je leur ai montré la bouteille de la sève de boulot. Je savais, en ce moment, avec ce temps de pandémie, c'est important, ça remonte l'immunité. Bon, allez, j'ai un peu rigolé avec eux, et puis finalement, ils m'ont laissé partir, ils ne m'ont pas verbalisé, quoi. Donc, effectivement, notre attitude intérieure joue beaucoup sur l'autre, sur l'extérieur. Hein. L'extérieur est souvent le reflet de notre intérieur à tous les niveaux. Et ça aussi, j'ai remarqué quand l'intérieur change, l'extérieur change. Et puis voilà, bon, moi je me suis construit un petit paradis, j'ai un grand jardin à verger parce que j'ai beaucoup de casquettes, hein, je suis arboriculteur aussi. Et c'est vrai, c'est des choses, voilà, c'est que je me suis aussi déjà imaginé. Et ensuite, avec les années, je me suis construit ça. Et donc, même quand il y a des fois des choses qui nous, comment dire, des choses qui nous oui, qui nous plaisent pas. Mais je crois que quand on change intérieurement, il y a des fois ça s'arrange. Hein, dans la vie, j'ai remarqué ça, les choses s'arrangent, même des choses incroyables des fois, mais il ne faut pas jamais être en guerre contre quelque chose. Quand quelque chose nous dérange, nous contrarie, ou une personne qui vous embête, voilà, il ne faut pas entrer en guerre. Ça ne sert à rien, même pour quand, les autorités politiques, ce n'est pas la peine d'avoir des mauvaises pensées contre eux, on fait que les nourrir. Hein. Voilà, donc, c'est vrai, il faut accepter les choses comme elles sont, mais tout en ayant dans la tête toujours qu'on peut changer les choses. Mais avant tout, c'est toujours en se changeant soi-même. Et je dis toujours que le meilleur service que je peux rendre au monde, c'est d'être bien moi. Hein, parce que si par exemple je vais quelque part que j'ai de la mauvaise humeur, je commence qu'à ressasser des choses négatives, je plombe l'ambiance. Et si je viens dans quelque part et je suis joyeux, heureux, je parle de choses positives, eh ben, l'ambiance sera tout à fait différente.
Et c'est ça qui est aussi important pour la transformation du monde. Parce que j'entends souvent des personnes conscientes de ce qui se passe, mais qui sont très négatives, hein, qui viennent, parce que je fais beaucoup de salons, de stands, j'ai des stands dans les foires, les salons, qui viennent vers moi. Ah oui, j'ai encore lu ce livre sur Monsanto, oh là, c'est terrible, on s'en sortira jamais. Enfin, donc, donc j'essaie de démontrer aux gens que cette attitude-là n'est pas bonne. Hein. Il faut s'informer. Moi aussi, je m'informe énormément et je diffuse de l'information. Mais il faut garder à lâcher prise, toujours accepter, voilà, c'est la situation, on a ça à vivre, mais ce n'est pas en faisant la guerre au système qu'on s'en sortira. Il y a un sujet dont je parle assez souvent sur ce podcast et justement, je voudrais en parler avec vous, c'est le fait que pour pouvoir résister au système, ça implique aussi d'être dans une position sociale, dans une classe sociale qui nous permette de le faire. Et très souvent, ce que je constate, c'est qu'on a quand même un peu en haut de la pyramide, alors pas tout en haut, parce que tout en haut, on a effectivement le pouvoir, celui qui contrôle, au milieu, on va dire qu'on a un peu les classes moyennes, un peu qui ont fait des études, mais qui du coup font le jeu du pouvoir et vont servir leur discours et avec lesquels aujourd'hui on peut de moins en moins discuter parce que c'est eux qui vont très souvent nous traiter de complotistes, etc. Oui, Parce qu'ils oui. sont dans une posture où ils se sentent plus intelligents, etc. Bref, ça c'est un autre débat. Et tout en bas, eh ben, on a des personnes qui du coup sont même pas capables de prendre le temps de réfléchir parce que bah, il y a une vie quotidienne, il y a un frigo à remplir que très concrètement, quand on gagne un SMIC, bah, c'est compliqué de manger bio, donc bah, on va aller se nourrir avec ce qu'on peut. Qu'aujourd'hui, avec l'inflation, ce bas de la pyramide, il a tendance à remonter et à comprendre de plus en plus de personnes. Et donc, en fait, cette fenêtre de possibilités de gens qui peuvent entrer en résistance, elle a tendance à se resserrer de plus en plus. Je suis tout à fait d'accord. Ben, oui, finalement, il y a ceux qui ont la chance d'avoir du terrain, de pouvoir cultiver. Donc, moi, mon but aussi, c'est d'aller vers l'autonomie, hein, autonomie alimentaire. Je ne suis pas à 100%, mais j'y tends. J'ai construit des serres, parce que je fais tout de mes mains aussi. Hein, c'est pas j'ai pas non plus les moyens de. Voilà, tout ce que j'ai, ma maison, c'est tout qui a fait. Moi, j'ai construit ma maison creusant les fondations à la pelle et la pioche, hein, avec la brouette. Hein. Donc, c'est-à-dire que j'ai acquis beaucoup de choses, mais c'est avec le travail de mes mains. Hein, voilà, donc je roulais pas sur l'or non plus, quoi. Et donc, j'ai quand même énormément travaillé pour y arriver. Et donc, je suis aussi à la recherche d'autonomie énergétique. Je ne suis pas à 100%, parce qu'en Alsace, effectivement, en hiver, des fois, il y a beaucoup de jours de grisaille. Donc, des fois, donc, je suis encore au réseau pour l'instant, mais j'essaie d'être au maximum en autonomie énergétique. Moi, la seule chose où je sais vraiment en autonomie, c'est en santé. Et c'est vrai maintenant, pour revenir à ta question, il y a beaucoup de personnes, effectivement, quand je vois qui vivent dans certaines cités, qui vivent complètement hors sol, hein, dans des tours, qui ont une alimentation hors sol, qui vivent dans un milieu pollué au niveau électromagnétique. Effectivement, c'est déjà très difficile pour eux déjà pour faire une démarche pour la santé. Déjà, effectivement, quand on n'a pas trop les moyens, c'est encore plus difficile. Et puis, c'est vrai que, mais il y a toujours cette possibilité de changer sa manière de consommer, d'aller plutôt sur les marchés voir les producteurs. Euh, et puis même, on peut aussi se nourrir sainement. Bon, c'est vrai qu'on vit dans une grande ville, c'est plus difficile. Dans la campagne, on peut aller trouver beaucoup de plantes sauvages, hein, parce que le légume le plus riche, hein, c'est l'ortie, hein, qui est très complet. Donc, on peut trouver ça dans sauvage. Donc, effectivement, moi, je comprends que il y a le gros problème aussi dans la masse, c'est l'ignorance. Là. Oui, effectivement, il y a une masse qui est complètement ignorante. Maintenant, dans le milieu de gens plus instruits, je dirais, dans le milieu scientifique ou n'importe, les gens peuvent être tout aussi idiots et manquer de bon sens. Parce que les études spécialisées, des fois, j'ai l'impression que ça sclérose les cellules de la réflexion et du bon sens. Parce que quand on discute avec quelqu'un qui se prétend, moi j'ai la science, mais qui n'a aucun bon sens. Hein, on m'a déjà dit, oui, mais moi j'ai jamais ouvert un livre de biologie, mais j'ai pas besoin d'étudier la biologie pour être en bonne santé. Moi je suis à l'écoute de mon corps, je sais comment il fonctionne. Donc voilà, je sais de quoi je parle. Hein, il n'y a pas besoin de se remplir le crâne avec plein de connaissances théoriques. Ça peut servir, mais il ne faut pas que rester là-dedans parce que ce manque de bon sens, j'ai vraiment plusieurs fois constaté, j'ai des gens très instruits, quoi. Le chemin vers l'autonomie, que ce soit en termes de santé, d'alimentation, d'énergie, pour vous, c'est la voie du futur souhaitable? C'est ça. Et donc maintenant, il y a quand même une aspiration chez beaucoup, beaucoup de gens de retourner à la terre. Hein. Ça, je le constate de plus en plus. Hein.
Mais le problème, c'est très difficile, surtout en France. On a un organisme qui s'appelle la SAFER. Et moi, j'ai constaté plusieurs fois rien que dans mon village, quand il y a quelqu'un bon, qui a un certain âge ou qui est décédé, il y avait un verger à vendre. Il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'avoir un verger familial, qui voudraient l'acheter. Mais la SAFER la donne en priorité à un agriculteur qui a déjà 100 hectares de maïs. Et la première chose qu'il va faire, il va arracher le verger pour mettre encore un peu plus de maïs. Et ça, c'est un gros problème en France. Enfin, peut-être d'autres pays, il y a aussi des organismes de ce genre-là. Et effectivement, qui empêchent les particuliers d'avoir du terrain pour essayer de vivre un peu en autonomie, enfin, déjà avoir quelques légumes ou des fruits qu'ils cultivent eux-mêmes. Et c'est beaucoup de gens rêvent de ça. Mais il y a un gros obstacle en France parce que c'est toujours celui-là qui a déjà qui reçoit encore et le petit qui voudrait un petit peu ne reçoit pas. Hein, enfin, reçoit, il ne peut pas l'acheter. Voilà. Et donc, c'est vrai, c'est un obstacle, mais je pense que les choses vont se transformer à tous les niveaux. Moi, je vois aussi, même au niveau des hauts fonctionnaires, il y a aussi des gens qui prennent conscience de ce qui se passe, qui voudraient aussi un autre monde. Dans tous les niveaux, il y a des gens qui rêvent d'un autre monde. Et puis, nos rêves sont là pour être réalisés. Hein. Comme disait Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Parce Est-ce que que vous voulez bien nous partager une expérience de santé qui a été significative pour vous? oui, par exemple, moi j'avais un problème d'épaule parce que moi j'ai commencé à manger différemment depuis les début des années 70 où j'étais même végétalien, où à l'époque c'était pas la mode, hein, être vegan, c'était vraiment très marginal, où je me faisais même voir un peu pour un foufou. Ensuite, j'ai mangé un peu trop de céréales à cette époque-là. Et puis après, je suis pas resté vegan. J'ai commencé à manger un peu du fromage, des œufs, puis même un peu beaucoup de fromage. D'ailleurs, j'avais créé un groupement d'achat parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de Biocoop hein, pour acheter des bio moins chers que dans les magasins. Et donc, on faisait venir des meules de comté du Jura, qu'on cherchait même de faire nous-mêmes, qu'on distribuait un groupement d'achat. Et donc, c'est une époque où c'est moi qui, enfin, c'est nous qui nous en occupions pour les distribuer. Il restait toujours beaucoup de fromage arabe. Et donc, j'en mangeais beaucoup. Et j'ai eu des problèmes d'articulation en mangeant trop de ce genre de produits. Et puis aussi trop de céréales à l'époque. Hein. Je ne mangeais pas cru encore à l'époque. Et donc, j'avais de plus en plus de problèmes, de douleurs un peu, surtout à l'épaule. Et puis, l'épaule gauche me faisait mal en permanence et je ne pouvais plus m'en servir. Et surtout que moi qui travaille beaucoup en hiver, je fais du bois en forêt, je travaille avec la tronçonneuse, donc j'ai toujours un petit peu handicapé pour porter des bois lourds selon les gestes que je faisais. Et puis, quand j'ai mangé cru, parce que là, je sentais qu'il fallait que je change quelque chose, parce que je ne voulais pas éternellement souffrir de cette épaule. Et donc, là, je me suis vraiment mis à l'alimentation crue. Je connaissais déjà en théorie, mais je n'avais pas tellement l'envie de la pratiquer. Et finalement, là c'est l'expérience, faire cette expérience de cru, ça me finalement tout seul. Donc, j'ai eu vraiment cette envie de le faire. Et à un moment donné, les symptômes se sont accentués. Et là, j'ai très bien compris, c'est parce que quand le corps reprend plus de vitalité, ben, il fait tout pour éliminer ce qui l'encombre des produits, des choses, des poisons, enfin des toxines qui l'encombrent. Et souvent, les symptômes peuvent s'accentuer, effectivement. Et donc, ensuite, j'ai aussi d'autres choses, les bains chauds, les bains froids, les bains glacés. Et puis, mon problème, il est parti. Mais alors, j'ai une épaule toute neuve. Hein, elle s'est régénérée. Mes articulations se sont régénérées. Aujourd'hui, à 75 ans, moi, je peux sauter, courir, grimper, comme à 20 ans. Hein, et je peux faire des courses à pied avec des gens beaucoup plus jeunes. Où je peux même être leur père. Et des fois, voilà, j'aime bien un peu briller devant eux. Puis voilà, donc, j'arrive à des performances physiques que je ne pensais pas possibles à mon âge, à 75 ans, que je puisse encore les faire, quoi. Et ça a été vraiment une très belle expérience, hein, arriver à cette alimentation vivante. Bien sûr, il y a aussi tous les facteurs naturels de santé qui sont la respiration. Voilà, moi, l'expérience des bains chauds aussi. Comme on a des capteurs solaires en été, on a souvent trop d'eau chaude. Et donc, j'ai pris des bains chauds. Donc, à l'époque où j'avais surtout mon problème d'épaule, des bains chauds dépuratifs où je mettais des produits alcalins dans l'eau que je fabriquais moi-même à partir de la cendre de bois ou n'importe. Et donc, ça a été vraiment bienfaisant. Et surtout aussi j'ai appris ce qu'on appelle la méthode Wim Hof, hein, qui a, qui a montré que le froid est des fois salutaire.
Moi, une période, moi, quand je voyais ces gens des pays nordiques ou en Sibérie qui se lançaient qui cassaient la glace pour entrer dans l'eau, je me suis dit, ce sont des surhumains. Bon, maintenant, moi-même, en hiver, j'ai des baignoires dehors, je casse la glace pour prendre des bains glacés. Et vraiment, c'est très vivifiant, ça donne beaucoup d'énergie, ça fait remonter l'immunité, c'est incroyable. Et donc, c'est toutes ces expériences qui m'ont délivré de ce problème d'épaule. Et puis maintenant, voilà, je me sens rajeuni. Si vous aviez le pouvoir de changer le monde, si vous aviez une baguette magique, par où est-ce que vous commenceriez? Ben déjà, avoir un grand média qui informe les gens, qui informe, ou tous les gens qui sont pour l'instant mis de côté, qui ont des belles choses à apporter, hein, qui puissent avoir un média qui dépasse tous les autres, hein, tout le côté F1, tout ça, ça ne vaut plus rien, ou que même ces chaînes-là vont être obligées. Alors, moi, si j'étais président, déjà, toutes les chaînes qui font de la désinformation, ben, je les mettrais à l'amende, ou je les censurerais, ou voilà. Et voilà, il y a plus que de la bonne information qui puisse passer, et les autres, ils seraient ça, qui trichent, voilà, soient sanctionnés. Et donc, parce que pour moi, le gros problème de base, c'est l'ignorance. Donc voilà, et vraiment, ce serait mon rêve, un grand média où tous ceux qui peuvent pas s'exprimer puissent s'exprimer. Voilà. Et ça peut amener beaucoup de changements parce que un éveil plus rapide de l'humanité, quoi. Voilà. Merci beaucoup René, à bientôt. Merci, merci. C'est déjà la fin de cet épisode. Je ne sais pas vous, mais de mon côté, j'ai beaucoup aimé entendre René. Je ne suis pas en accord avec tous ses propos, mais ce n'était pas le sujet. Ce qui est certain, c'est que du haut de ses 75 ans, ce grand monsieur n'a absolument rien à envier à la jeunesse. Voici plus particulièrement 3 points que je retiens de notre échange. Tout d'abord, René nous rappelle que pour développer son esprit critique, il est important de poser des questions. Albert Einstein disait très justement en ce sens: n'écoutez pas la personne qui a les réponses, écoutez la personne qui a les questions. Poser des questions, mais également faire beaucoup de recherches, lire beaucoup et pas seulement ce qui se trouve en librairie ou dans la presse mainstream. Ensuite, que l'expérience de vie, ce qu'on appelle aussi les savoirs chauds, est dans bien des domaines plus intéressante que la théorie, les savoirs froids. Il est important de tirer des leçons de son propre vécu, mais également du vécu des autres, et de se transmettre ce vécu et ses expériences entre pairs. C'est là le sens même de l'éducation populaire. Enfin, que la transformation du monde commence par soi et en soi. Il est important, quand on adopte un mode de pensée alternatif ou à contre-courant, de clarifier sa posture intérieure et son rapport au monde, car il y a des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Je suis tenté de vous proposer une autre citation, cette fois-ci de Marc Aurèle, pour appuyer les propos de René. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de René, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.